Désolé pour ce petit incident technique qui nous a fait prendre un peu de retard. On a environ une demi-heure. On ne va pas aller plus vite sur la masterclass, mais on va l'accueillir très rapidement. On l'a peut-être croisé chez Gagnère, mais on l'a surtout vu hier sur scène pour la révélation de l'année. On est très heureux de l'accueillir. Florent Pietraval, La Mirande à Avignon. Salut Florent. Bienvenue. Non, c'est toi qui es au centre, c'est toi l'élément principal. Hein. Ouais, c'est moi qui cuisine, donc c'est parti. Florent, merci en tout cas d'être avec nous pour cette matinée, cette masterclass. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur ce qui s'est passé hier? Un prix, la révélation. Tu as dit quelques mots. Comment tu pourrais, une fois que c'est redescendu maintenant, analyser tout ça? Très touché, quoi, parce qu'on a toujours pris des partis pris. On a décidé de faire nos idées, nos visions, qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde tout le temps, mais complètement assumées, on ne regrette rien. Voilà, c'est comme un écosystème. On a des gens qui travaillent et qui gravitent autour de notre restaurant, qui sont nos producteurs, nos artisans. Et on a créé notre petit monde, notre petite bulle. Et on avance ensemble, on fait notre histoire. Et après, voilà, les gens décident d'adhérer, de ne pas adhérer. Nous, on décide de se faire plaisir. Il y a une belle adhésion, on peut le dire, en tout cas à La Mirande, puisqu'on peut considérer que ce restaurant est un des restaurants qui marque ces derniers mois et finalement ce retour à l'ouverture depuis le mois de juin dernier. Raconte-nous La Mirande, c'est le restaurant où tu es arrivé il y a déjà quelques années, qui était ton premier restaurant en tant que chef, Exactement. après un parcours dans quelques belles maisons. Avant de revenir sur justement ton parcours, donne-nous quelques idées de La Mirande, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce restaurant qui n'est pas seulement un restaurant. Déjà, la Mirande, c'est collé au Palais des Papes, donc monument historique. On est à Avignon, hein, donc l'ultra-centre d'Avignon. Et on a donc une livrée Cardinalis, où vivaient les cardinaux, donc une maison chargée d'histoire, 18e siècle. Voilà, tu rentres dans ces murs-là, tu ressens une âme, tu ressens une prestance, tu ressens quelque chose. Et nous, voilà, on a voulu prendre cette force-là pour jouer un contre-pied et s'amuser avec ça. Et voilà. Et après, donc, tu t'assois à table, tu t'attends à quelque chose de classique, de lisse, et on va faire tout le contraire. Parce qu'effectivement, on est dans un environnement patrimonial, on peut le dire, historique, chargé effectivement avec un peu du décorum. Et on a une cuisine qui apporte comme une sorte de petit choc sémantique, une petite vibration qu'on aime bien à Omnivore. Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs? Est-ce que tu veux bien nous présenter ton camarade de jeu aujourd'hui? Dan, un de mes 2 sous-chefs qui collabore avec moi. Salut Dan. Et donc c'est avec lui qu'on va cuisiner aujourd'hui. Et alors, donne-nous une image un peu globale de ce que tu vas nous présenter aujourd'hui. On a travaillé 4 plats. Voilà, nous, c'est des plats, c'est des touches de goût, c'est des séquences. Et donc, on a fait l'apéritif, notre vision. Encore un parti pris, des huîtres. Voilà, tout le monde n'aime pas, mais j'aime bien raconter cette histoire-là. Une huître centriploïde, une huître voilà, respectée dans la saisonnalité. Avec Pascal. Ne nous spoil pas trop. Okay. Parce que si tu dis tout de suite, ça va pas aller. En tout cas, tu as envie de nous présenter quelque chose d'assez vaste aujourd'hui. Voilà. Il y a pas mal de boulot, il y a pas mal de cuisine. Peut-être le plus simple, c'est de commencer, non? Allez, c'est parti. Vas-y, et on va aller faire le tour de ce menu de La Mirande. On y va, les huîtres. Florent, oui. On t'écoute. On t'écoute, c'est parti. Donc là, ma vision, étant de Montpellier, j'aime beaucoup les huîtres et voilà, c'est un peu ma vision de l'apéro dans le sud. On démarre toujours avec des huîtres et donc on voulait faire 3 huîtres différentes. Donc voilà, la salicorne, toujours rattachée à l'huître, ce côté iodé. Donc on commence avec un joli beurre de salicorne. Attends, on va peut-être, vous seriez d'accord? Viens plutôt au centre si tu veux bien. Comme ça, les axes de caméra nous permettent de faire des jolies images aussi. Un joli beurre de salicorne, très iodé, dans lequel on a rajouté aussi un petit peu de jus d'huître pour forcer l'iode. Et voilà, on fait une belle quenelle. Donc ça c'est généreux quand même. Hein. On aime bien le gras. Donc tu parles de ta ville natale, Montpellier. Montpellier, ville natale, voilà. Et donc ces huîtres, on peut imaginer qu'elles viennent. Pardon? D'où elles viennent tes huîtres? C'est les Tanto, juste Évidemment. à côté, quoi. Juste à côté. T'as les salicornes, Dan, qui sont là. Yes. Et donc voilà. Tiens, il y a des pacots qui sont arrivés visiblement. Me trompe-je? Tiens, il y en a une troisième ici. Parfait. Donc voilà, là on a un premier service de l'huître. On a vous trouvé la feuille d'huître. On a la chance d'en avoir un petit peu sur le toit.
Et donc sur le toit? Sur le toit de l'hôtel, on a quelques herbes. Et on a fait une glace végétale à base de feuilles d'huître qui va avoir une belle texture. Pas de crème, hein, du coup, du tout? Pas de crème. Et dessus, on va rajouter quelques feuilles d'huître pour amener le côté iodé. Je ne sais pas si ça va avoir une durée de vie très longue sous les spotlights, mais... Après, c'est la cuisine, hein, c'est quelque chose de vivant, quelque chose. Exactement. La deuxième huître, on l'a fait... Normalement, on l'a cuit un petit peu sur la braise. Tu es d'accord pour que je les installe? Bien sûr. Ok. Là, on a pris le chalumeau aujourd'hui. L'huître, on va la griller pour vraiment avoir ce côté de barbecue. Donc elle est vraiment juste décortiquée, voilà. ouverte. Elle n'est pas cuite, je veux juste lui apporter ce côté fumé qui va être très très bon. Là, on a fait une sauce XO à base de parure de bœuf. Et on va la mettre, ça va ramener un côté très très iodé et très puissant. Et là, on a un petit beurre blanc qu'on a fait à base de réduction d'échalotes qui va se ramener ce côté très gourmand. Florent, je t'ai demandé d'en faire 2 à chaque fois parce qu'en fait, je crois que je vais en manger une à chaque fois aussi. Et donc voilà. Donc là, on a une entrée où il faut comprendre que, imaginez, on est 3 sur la table, il y a 3 huîtres ou il y en a 9? Si on est 3 sur la table, c'est ça? Il y en a 9, exactement. D'accord, donc généreux tout ça. Ah ouais. C'est vraiment, voilà, c'est l'idée quand tu arrives à l'apéritif, c'est faire comprendre qu'il va y avoir un univers et qu'on a envie de s'amuser, quoi. Donc là, on a travaillé la pomme, un peu l'idée de, j'aime bien les cocktails aussi, un peu l'idée du gin tonic. La pomme, un peu de brunoise de pomme pour amener un petit peu de mâche et un siphon de gin. Je peux te la prendre celle-là? Bien sûr. Celui qui arrive à manger une huître proprement me... Comme on a du retard, je ne vais pas pouvoir manger, moi. Donc, j'en profite. Florent, si je dis que les plats que tu veux faire sont marqués en goût, ça, c'est vraiment une expression... Ça tabasse, quoi, presque. Ouais, ça tabasse, comme je te dis, quoi, on veut du goût, on veut du peps, en même temps on veut des petites caresses, et derrière on veut qu'il y ait la petite fessée qui va bien et qui va te mettre une belle énergie, quoi. Très bien. À Lacoste, il y a le château du Marquis de Sade, pas très loin d'Avignon. Donc voilà, ça c'est notre premier service. Très bien, donc on a nos 4. Alors attends, elle est où la dernière? Ça c'est le premier service. Elles y sont. Et là tu as les 2 huîtres encore. Et le beurre ici. Super. Maintenant, tu as la croûte d'agneau. Et alors, attends, il y a un élément que on n'a pas vu, là, c'est ce petit pain, du coup. Voilà, et donc voilà, toujours un pain aussi, parce qu'on aime bien que voilà, l'apéritif sans pain, c'est pas possible. On a travaillé le pain de seigle, parce qu'avec les huîtres, je trouve que c'est quelque chose qui va vraiment bien marcher. Et donc voilà, on fait un petit pain vapeur, juste comme ça, qui va ramener un côté très très moelleux. On a mis un peu de beurre et on le chauffe à la minute et on l'amène comme ça devant les gens. Donc je pense que là, on a l'impression d'être assis au bord du bassin de Thau. C'était vraiment le but. Très bien. Tiens, je vais les mettre ici, celle-là. La bouteille, hop. Ok, donc on a eu notre petite clacounette et notre petit câlin. Ça continue avec quoi, du coup? Et là, on continue. Donc là, je vais expliquer le plat, comme on a un petit peu de préparation après dessus. Tiens, on va juste décaler ça. Pour expliquer le... Pour que la caméra puisse... Donc à la base, il y a un produit que j'aime beaucoup, c'est l'alcool de riz fermenté. Donc c'est un monsieur qui fait ça. L'idée, c'est de travailler du saké comme un vin. Donc il récupère le riz de Camargue, il le cuit, il en fait une fermentation. Et celle-là, ça se transforme en alcool et ça nous fait un saké avec beaucoup de caractère, beaucoup de goût. Mais donc c'est un saké camarguais. Camarguais, exactement, c'est le seul à faire ça en France. Il ne veut pas l'appeler saké parce qu'il ne veut pas avoir cette problématique de se fermer dans ce côté saké. Donc voilà, il veut vraiment faire son truc. Et donc je lui ai demandé de me récupérer la fermentation qu'il avait utilisée pour faire ce vin. Et donc on a utilisé cette macération de saké pour faire maturer notre agneau.
Donc là, on va avoir finalement donc, en fait, le riz fermenté qui va être récupéré voilà. Et qui va avoir cette matière. Cette matière-là, et il y a une enzyme en fait qui va activer sur l'agneau et qui va rendre l'agneau très tendre et en même temps qui va imprégner l'agneau. Alors attends, donc ça, on a en gros ce riz fermenté qui est très souple, hein, qui est encore très humide, qui doit avoir encore du coup un peu d'alcool dedans, forcément, à l'intérieur duquel tu as mis une selle d'agneau. L'agneau, voilà, la selle d'agneau sur carcasse. D'accord. Et je l'ai laissé imprégner comme ça pendant 3-4 jours. D'accord. Et quelle est l'idée du coup là? Ça va être à la fois de l'aromatiser, pratiquement de le pré-cuire aussi, avec on peut imaginer l'osmose entre le... Il n'y a pas vraiment de cuisson, c'est plus une transmission de goût, quoi. Ça va apporter un goût différent, ça va apporter un peu de sucrosité, et en même temps ça va donner un côté très au niveau de la texture, ça va donner un côté très moelleux et complètement différent, quoi. Et donc, vas-y, hein, on t'écoute. Comment après, là, j'ai pas la chance d'avoir mon équipe de salle avec moi, mais on arrive en fait à la table, parce que je trouve que l'équipe de salle est aussi importante que l'équipe du restaurant. Et donc, ils vont arriver, ils vont expliquer l'histoire, et devant les clients, avec une cuillère, ils vont ouvrir en fait et présenter l'agneau qui va être servi. Donc l'agneau est cru, hein, on est bien d'accord? L'agneau est cru, voilà quoi, est cru et là on l'a fait vendredi quoi. Donc là, voilà, quand tu sens, il y a vraiment un côté très, tu vois, et c'est imprégné, voilà. Et notre idée, on a une cuisine très simple, mais avec un gros travail sur les goûts, très aromatique, hein. Ah ouais, bien sûr que moi ça me plaît quoi, c'est un truc, ça top. Je suis content. Je suis content, on est content, nous aussi. Tu peux te nettoyer derrière là? Florent, oui. Ce genre de technique, l'envie de s'amuser, on avait Pierre Gagnère sur cette scène hier qui a remis un prix à Michel Brasse. Tu as passé quelques années auprès de Pierre Gagnère. 4 ans. Ouais. On retrouve peut-être aussi un peu cette envie de s'amuser que Gagnère peut aussi exprimer très souvent. Est-ce qu'on retrouve une forme de filiation? Ça te parle La cuisine, ça doit être du plaisir, ça doit être... On est des cuisiniers, mais on est des restaurateurs, et je pense que recevoir les gens, les mettre à l'aise, échanger avec eux, c'est aussi important que bien manger, quoi. C'est un tout, et prendre du plaisir, quoi. Si les cuisiniers viennent avec la boule au ventre, et ils n'ont pas envie de travailler, ils ressentent un stress, on n'obtient pas un bon résultat. Alors il faut de l'attention, il faut que ça soit énergique, il faut que qu'il y ait une vibrance, mais il ne faut pas que ça soit du stress et que les gens ne soient pas bien. C'est vraiment important pour moi. Eh ben, c'est toujours bien de le rappeler. Vas-y, continue du coup. On continue, voilà. Donc l'agneau va partir en cuisson. L'agneau va partir en cuisson. Imaginons, on va le caraméliser, exactement. Ok. Je me suis permis d'enlever ça, qui était un peu qui bouillait un peu fort. On a pris une crème crue fermière et qui a beaucoup de gras. On a pris un réfort qu'on a centrifugé. On obtient un jus très 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 acide et on va le verser comme ça et on va le mélanger tout doucement et en fait ça va activer un ferment lactique et on va le laisser comme ça reposer pendant 24 heures et au bout de 24 heures tu vas obtenir comme une texture de yaourt très crémeuse, très goûteuse et en même temps tu auras le punch du réfort qui va être très très bon et tu n'auras pas ce côté granuleux parce qu'on l'aura pas râpé, on l'aura centrifugé donc tu auras une douceur en bouche qui va être très agréable. Et donc au bout de 24 heures hop, le yaourt. Voilà, tout est là. Hop. Donc nous on l'a fait au bout de 24 heures, tu obtiens ça. Un yaourt brassé, hein, c'est vrai, on retrouve cette un peu plus généreux, disons. Voilà, ouais. Donc après on a mis une chips de pain pour amener un petit peu de texture sur ce plat-là. Alors, on est d'accord qu'on a quitté l'agneau, là, hein. Là, on a quitté l'agneau, on est passé sur... Il est parti en cuisson, en tout cas, on imagine. On est en train de le préparer. Donc là, on serait dans une entrée de ton menu. Une touche de goût, un truc de ma tête que j'avais envie de passer, quoi. Et donc voilà, la chips de pain, le yaourt de réfort. Là, on a travaillé comme un pot-au-feu, on a fait un bon bouillon, très corsé en goût. Et donc, au lieu de mettre du sel, on a utilisé garoupe de bœuf. Une garoupe de bœuf, une macération de bœuf à base de koji, qui va donner un côté très, très puissant, très animal. Et on obtient comme ça cette gelée qui a cuite pendant 3 jours, confite, très noire, très puissante en goût. Elle est magnifique, ouais. Si tu ne veux en dresser qu'un, n'hésite pas, hein, c'est pas un problème. Non, mais pour de vrai. Si tu veux qu'on aille un peu plus vite,
on peut se limiter à une seule préparation si tu veux. Et donc là, après, on a le caviar qui va ramener ce côté très, très iodé, très puissant. Et on termine avec l'oxalis. Florent, la question de la Provence, du terroir, à la fois du Vaucluse dans lequel se trouve Avignon. Comment tu as envie de te positionner et d'exprimer Nous, on est une cuisine très locavore, très, très ancrée, avec des gens, on a la chance d'avoir Mathieu, mon pêcheur, qui est là. Il est où, Mathieu? Salut Mathieu le pêcheur. On va revenir avec Mathieu le pêcheur quand on aura du poisson. Et donc voilà, c'est des gens comme ça qui font aussi que pourquoi on fait ce métier-là. C'est pas quelqu'un qui parle au poisson, il le comprend. Et je pense que voilà, on a aussi le monsieur qui fait la viande. Okay. Non, il n'y a pas de problème. J'imagine Robert Redford qui il y a aussi le monsieur qui nous fait la viande. Voilà, il a une viande aussi incroyable. Et pareil dans le respect des animaux. Et voilà, on va avoir une approche. On aime la viande, on aime le poisson, mais on veut qu'il soit respecté, on veut qu'il soit travaillé de façon intelligente. Et on veut collaborer avec des gens qui ont envie d'avoir le même esprit que nous. Très bien. Je te laisse terminer. Tac. Et après, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On a fait un bœuf travaillé comme un katsubuchi. Ok. Donc on l'a passé au sel, on l'a fumé, et après on l'a fait sécher tout doucement pour reproduire un petit peu l'idée du umami katsubuchi, mais avec quelque chose de très local. Donc katsubuchi, normalement c'est la bonite séchée qui va servir. À la base c'est la bonite séchée, le filet. Donc on a repris le filet de bœuf. Et qu'on va râper presque comme un morceau de bois pour faire notamment le dashi, la base. On va venir râper des jolis copeaux. Fais gaffe ta poêle. Tac. Donc on en met un petit peu comme ça dessus. Attends, je vais... Pour terminer. Il y a presque un côté lacté comme un morceau de fromage aussi. Ouais, bien sûr, parce qu'on a voulu activer aussi ça, quoi. Vraiment reproduire la même chose, quoi. Et après, tu as le côté fumé, tu as le côté... Après, c'est un plat, il faut que tu goûtes tout en même temps et que tu ailles chercher au fond du verre et que tous les éléments ils se mélangent ensemble, quoi. Voilà, un de nos services. Ça fait envie, c'est vrai. Je vais pas le faire parce qu'après, on va me dire « Ouais, mais non, c'est toujours toi qui manges. » Ben oui, c'est toujours moi qui mange, je suis désolé. Et donc, le wine pairing aussi, parce que c'est important. Donc là, on a travaillé on a compris le concept du... Je m'écarte, excuse-moi, mais... On a compris le concept de la bière de concombre. De la bière de concombre. On a fait une bière de concombre, on a pris le concept d'une ginger beer. Donc c'est une levure qui active en fait une eau fermentée de gingembre. Nous, on a fait la même chose avec du concombre. Très bien. Et donc, il y a un ginger beer, il n'y a pas d'alcool normalement dedans. Il y a 1%, ou très très peu. 1%, voilà. C'est à peu près la même chose là. Juste le taux de fermentation. D'accord. On est d'accord que ça, c'est terminé, hein? Exactement. Ok. Je peux l'ouvrir. Et donc après, on a travaillé aussi on voulait faire une vodka mais locale. Et donc on a la chance d'avoir la maison Manguin qui est sur l'île de la Barthelasse. Une vodka. Et voilà, c'est une vodka à base d'olive. Très bien. Et donc voilà, on sert un petit peu Donc ça, c'est un accompagnement, c'est comme une sorte de cocktail. Non, c'est le wine pairing, quoi. Au lieu de mettre un verre de vin, on met ça à côté, quoi. Donc, vodka, bière de concombre. Exactement. On appelle ça encore un wine pairing, ça, Florent? Tac. Et donc voilà, et là tu vas voir pareil, quoi, le cocktail, il va amener encore ce plat plus loin parce que je trouve que ce qu'on boit doit avoir aussi d'importance. Mais comme un vin nature, on essaie vraiment de trouver des choses voilà, qui ont aussi un univers dans le vin et que autant ça peut sublimer un plat. Je pense que si tu trompes sur le vin, ça te le fusille aussi. Donc voilà, là et que du vin, c'est presque un peu chiant sur le menu. Et donc du coup, nous on voulait aussi s'amuser avec des choses comme ça. Très bien. On enchaîne parce qu'il y a encore pas mal de boulot. Hein. L'agneau, hop là. L'agneau qui est cuit, c'est sûr. Donc voilà. Là, on retrouve l'agneau qui a cuit, du coup.
Donc, j'ai pas vu, mais c'est celui que tu as sorti du... On en avait fait un d'avance. Il y en avait un d'avance, On avait fait un d'avance parce qu'on le rôtit une demi-heure, après on le laisse reposer une demi-heure. D'accord, on va le tirer. On l'arrose, bien tiré. Ok. Donc on obtient une belle selle comme ceci. Après on l'associe avec un caviar d'aubergine, oignon brûlé. Les poudres, le jus. Tac, tac, tac. J'aime bien aussi les satellites, j'aime bien qu'il y ait... Alors les satellites, je rigole, mais ça me rappelle effectivement aussi un peu ton passage chez Gagnère, on est d'accord ? Ça marque aussi forcément, quoi. Ça marque aussi forcément. Tu peux nous dire un mot aussi des 2 autres grandes étapes avant Gagnère qui ont imprégné ta cuisine, toi ? Bien sûr. Premier univers, c'était Joël Robuchon, un monde très, très carré, avec une cuisine en même temps très simple, avec plein de goûts. Et voilà, c'était le premier à faire aussi un restaurant ouvert où les gens venaient manger au comptoir. Et voilà, j'ai aimé cette vision-là, et très novateur. Et en même temps, une cuisine très simple, très pure. Et voilà, que j'ai beaucoup aimé. 1 an. Après, j'ai changé complètement d'ambiance. Je suis retourné dans le sud, chez Jean-Luc Rabanel à Arles. À Arles, bien sûr. Avec un univers très végétal, aussi très iodé, avec une personnalité aussi en cuisine. Et ça m'a marqué. Voilà, à chaque fois, en fait, au final, c'est des visions, et c'est du partage, c'est de l'échange et de l'humain. Et donc, toi, tu as terminé ce passage au Balzac à Paris, chez Pierre Gagnère. Exactement, et là, pareil, aussi un autre univers avec un côté artistique, un peu où rien n'est figé, quoi. Ça faisait plaisir de voir un restaurant aussi qui prend autant de risques tous les jours. C'est-à-dire que les cartes peuvent évoluer même pendant le service, en direct. Et je pense qu'il faut qu'on garde notre âme de cuisinier, de prendre des risques, d'avoir des plats qui ne marchent pas tout le temps et de se dire on change, on fait autre chose, on réessaye. Et c'est vraiment important parce que maintenant on est de plus en plus sur des choses figées, on ne prend pas de risques. Il faut prendre des risques, il faut se faire plaisir, il faut s'amuser, quoi. Florent, toi, ce menu que tu nous présentes, il a une durée de vie de combien à la Mirande environ ? Ça, c'est environ, on change à peu près tous les 2 mois. Et même, on peut changer si le produit commence à s'abîmer, on va faire autre chose. D'accord. Je te laisse terminer cette assiette d'agneau. Et donc voilà, on a fait un gomasio de peau d'aubergine avec un petit peu de fleur de sel, un joli caviar. Est-ce qu'on voit bien ce que Florent fait ou pas ? Non. Mais on va te laisser terminer cette assiette ici et voilà, ça sera donc super. Donc là, on a fait une petite confiture d'algues. De quoi ? Une confiture d'algues. Ah, j'ai entendu une confiture d'âne. Ça a ramené un côté umami que j'aime beaucoup aussi dans ma cuisine. Et à côté, une glace aubergine fumée qui va faire en fait, l'idée de la moutarde. Voilà, tu manges une viande, tu as un petit condiment à côté. Il y a quand même aussi un marqueur, c'est le terre-mer. Hein. On voit que quand même tu vas régulièrement chercher... Ouais, j'essaie de ne pas me fermer à la viande ou au poisson. J'essaie de vraiment avoir un terrain de jeu. Voilà, et après les choses, elles s'englobent comme ça. Pas de problème, quoi. Super. On va lever la selle. Hop. Tu veux bien qu'on fasse ça devant ? Yes. J'ai eu un mauvais bruit, moi, sur la droite. On espère que tout va bien. Magnifique. Donc voilà. elle est volontairement assez peu cuite. Hein. Ouais, bien sûr. Elle est très, très rosée. On la cuit rosée, quoi. Après, normalement, au restaurant, on va la reprendre au dernier moment sur le grill. On va la réchauffer. Bien sûr. Donc voilà. Je prends l'entame. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc en fait, on l'a cuite, je l'ai démarré, je l'ai sorti, c'était 9h, jusqu'à 10h en fait, remise en température, parce qu'une cuisson de l'agneau 56, mais le but c'est de l'amener à 56 le plus doucement possible. Et voilà, quand on l'a sorti, donc voilà, on a commencé à la cuire, elle était déjà à 35 degrés, on a commencé à la caraméliser, à la refaire monter en température. C'est ce que j'allais dire, il y a vraiment la caramélisation, reposer. Et il y a ce côté salin. Et voilà. Et pas sous vide, quoi. On a vraiment une cuisson voilà, avec du beurre, avec du repos, et après il n'y a pas de son, il n'y a rien, c'est juste du toucher, un ressenti.
Moi, ça me renvoie un peu à l'univers de l'agneau de présalé, c'est-à-dire cette chair qui va être... C'est le riz qui fait ça, c'est le riz, c'est le côté... Ouais, c'est très aromatique. Et la peau, elle est très caramélisée, très goûteuse. Magnifique. Ça, c'est une sacrée longueur en bouche. Hein. Pardon ? En bouche, ça dure aussi. Hein. C'est très agréable. Donc voilà, en même temps, c'est juste un caviar d'aubergine, des oignons et un morceau d'agneau. Mais voilà, c'est tout le travail qu'on a fait en amont qui est intéressant. Et après, donc un bœuf confit, parce qu'on travaille tout l'agneau, parce qu'on veut aussi, il y a autant d'épaules que de selles, donc il faut faire des choses. Alors, tu as dit bœuf confit, c'est de l'agneau? Oui, c'est de l'agneau, ouais. Ok. Et l'agneau qu'on a donc caramélisé. Les bêtes arrivent entières chez vous? On reçoit les bêtes entières et on les travaille, quoi. D'accord. Après, on a 2 restaurants, donc on envoie aussi des morceaux sur le bistrot, en fonction, sur le bien sûr. Donc là, il va y avoir toutes les parties moins nobles. Voilà, on a fait l'épaule, quoi, qui est un peu grasse, qui a ramené. D'accord. Et donc c'est un petit clin d'œil. Voilà, on avait Enrique du restaurant Oxté pendant le confinement qui est venu faire des tacos un petit peu ensemble. Et donc j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil. Et donc on s'amusait à faire un tacos de riz. On a fait une pâte de riz qu'on a rendue croustillante. Donc voilà, on explique comme ça notre petite histoire, notre petit partage qu'on a vécu tous les deux. Et voilà, une émotion qu'on arrive à retranscrire dans le plat. Très bien. C'est un mot qui revient souvent chez toi. L'envie de raconter des histoires et de pouvoir effectivement les transmettre de la cuisine à la salle pour qu'ensuite le client enchante littéralement son assiette. On ne cherche pas la technique, on cherche une émotion. On ne cherche pas la technique, je veux dire... non, c'est simple comme chose, oui. Bien sûr. Je veux pas qu'elle se voit, quoi. Je veux que ça reste accessible aux gens. Ouais. Pour moi. Donc on a ce service de l'agneau qui est en fait une image centrale avec 2 satellites. Exactement. Et voilà, et au milieu de la table, on met toujours le jus d'agneau. Super. Qu'on sert en salle. Magnifique. Tac. Il nous reste moins de 10 minutes pour achever. Moins de 10 minutes. Oh, parfait. On est très bien. Est-ce que tu pourrais aussi nous raconter... Je te laisse. Oui. Non, nous raconter. J'ai cru comprendre qu'il y avait des champignons qui poussaient dans cet hôtel. Oui. Comme ça, dit comme ça fait bizarre. Ça dépend les champignons. Ça dépend où ils poussent aussi, voilà. Si je puis me permettre. Non, on a fait une cave. On avait un espace que je n'utilisais pas. Et en me baladant dans la ville, je rencontre dans une petite cave des gens qui sont en train de galérer parce qu'ils n'ont pas assez d'espace pour faire leur projet. Et je leur ai dit, je pense que j'ai un endroit pour vous, vous allez pouvoir vous amuser. Et c'est vrai qu'on a restauré un peu la cave. On a restauré la cave et on en a fait une champignonnière. Une champignonnière qui produit maintenant 13 kilos de champignons par semaine, qui sont redistribués dans la ville. Voilà, ça a créé 2 emplois et ça met une activité, ça fait quelque chose de sympa. On a des pleurotes et des champignons de Paris. C'est une association qui s'appelle Comme des champignons. C'est extérieur à l'hôtel, mais en même temps on travaille ensemble. D'accord. On développe des projets, des trucs, on s'amuse bien aussi. Et on peut imaginer qu'on en trouverait soit à la Mirande, soit dans le bistrot. On fait un dessert à base de pleurotes et de champignons de Paris. Avec quelque chose, on est bio sur les champignons et on fait notre mélange nous-mêmes. On récupère notre marc café de l'hôtel qu'on mélange avec le mycélium et tous les légumes qu'on a créés en compost. On les fait macérer et ça nous donne les champignons. Et c'est très rare de faire tout le mélange pour avoir les champignons. Bien sûr, et tout ça en plus en pleine ville, c'est-à-dire qu'on est dans un univers ultra-urbain, c'est pas un jardin. Le jardin, il y aurait moins de sens parce qu'on est en pleine ville, mais du coup la cave, elle a une belle humidité, donc ça marche plutôt bien. Super. Superbe initiative en tout cas. Vas-y, Alors, explique-nous un peu la dernière, cette nouvelle assiette. La dernière, voilà, ça aussi, on est parti sur une autre vie. Donc on a compris le principe de l'ail noir, un ail qui caramélise dans une ambiance à 80 degrés pour pas que ça sèche pendant 3 mois, quoi. Entre 3 et 6 mois. Et c'est vous qui le faites? Non, nous on n'a pas fait ça, quoi. Ouais, on a compris ce concept-là. Vous avez en fait, l'ail, c'est le sucre qui va caraméliser et qui va se donner ce côté noir. Donc on a dit pourquoi pas essayer avec une poire, qui est quelque chose de très très sucré. Donc on a fait la même chose. On a pris des poires, on les a mis à 60 degrés et on a attendu qu'il se passe quelque chose. Et on a eu ces poires noires très caramélisées avec un côté pruneau, confit, intéressant. Attends, excuse-moi, mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il est en train de chauffer le fameux barbecue humain. Je vais expliquer. Et on obtient ces poires et donc
Une fois que je les ai eus, je savais pas trop quoi en faire. Et l'idée, ça a été de... Je vais voir mes copains qui font des eaux de vie. Je leur dis, voilà, j'ai des poires noires. Je vous les donne. Trouvez un truc pour vous exprimer avec ça, quoi. Et eux, ils ont un cœur de chauffe. C'est l'essence. C'est l'essence de l'eau de vie, quoi. C'est un truc qui fait 60 degrés. On les a laissés macérer pendant 1 an. Et au bout d'1 an, on obtient cette eau de vie de poire noire. Donc voilà, et on arrive à table. Et la base du dessert a été de réfléchir avec ça. Très simple, là aussi, comme tu as l'habitude de le dire. Ah, ça reste une eau de vie. Voilà. D'aucuns feraient peut-être plus simple quand même. Mais... Donc on met une brunoise de poire fraîche pour donner vraiment ce côté fraîcheur. Très bien. Là, on a fait une petite meringue. Une meringue à l'italienne plutôt, hein? Ouais, meringue italienne. Et donc j'adore quand j'étais petit, je faisais toujours les guimauves caramélisés sous le s'mores, truc. comme on dit aux États-Unis. Et donc voilà, on a pris ce gros charbon pour venir caraméliser la meringue et retrouver le côté du bois. On est hyper sécure là, ça va, on est bien. Il a l'habitude. Ok. Nickel. C'est magnifique ça. Donc évidemment, fais attention de ne pas le prendre à pleine main. Et donc là, on est sur un bichotan, hein, j'ai l'impression, c'est ça? Voilà, c'est un bichotan japonais. Hein, donc c'est ce bois qui est un charbon de bois japonais. Tu as l'essence du bois et tu as le côté un petit peu cheminée qui revient. Tu as le sorbet. Qui monte très très haut en température. Là, on attend la glace maintenant qui devrait arriver. On envoie la glace, s'il vous plaît. Et donc, donc eux, ils ont filtré ça. Ils ont filtré cette eau de vie. Et donc, il reste toute cette macération. Et eux, par habitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils le jettent, quoi. Et nous, notre esprit de cuisinier, on s'est dit, nous, on aimerait le récupérer, quoi. On l'a récupéré et on en a fait un sorbet. Et donc, on obtient un sorbet de macération de poire noire. Voilà. L'esprit d'escalier, j'ai envie de dire. Hein. De l'ail noir, on a une poire noire. De la poire noire, on fait ensuite de l'eau de vie de poire noire. Et de l'eau de vie de poire noire, on fait un sorbet de macération d'eau de vie de poire noire. Exactement. Tout dans le... C'est hyper facile, comme tu dis. Et en salle, ils font une petite quenelle, ils expliquent l'histoire. Et voilà, c'est terminé. Et ben voilà, on va remercier Florent Pietraval. Merci beaucoup pour cette présentation magnifique qui vraiment incarne parfaitement cette révélation qu'on peut découvrir à la Mirande. On enchaîne très vite. Merci Florent, merci à vous deux.